Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Le 16 décembre 2014, surnommé le 11 septembre du Pakistan, ce jour-là, un commando des talibans pakistanais attaque une école militaire de Peshawar. Bilan 151 morts, dont 134 enfants. Nous irons à la rencontre des survivants du massacre et des parents qui peinent à faire leur deuil. 5 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima qui a fait plus de 20 000 morts, la ville reste dans toutes les mémoires au Japon. Et certains habitants qui ont fui les villages alentours le 11 mars 2011 ont décidé de retourner chez eux. Nous irons à leur rencontre. Danser et chanter au son de la musique rock dans un camp de vacances uniquement réservé aux filles. Le concept vient des États-Unis et trouve de nouveaux adeptes en Australie. Au Brésil, le virus Zika relance le débat sur l'avortement, interdit dans ce pays, sauf en cas de viol. Une opportunité pour les organisations féministes du pays pour faire de nouveau entendre leur voix sur la question. Dans la mode, le marché américain reste l'un des plus florissants de la planète. New York fascine et excite toujours autant les marques, les acheteurs et les journalistes. Le matin du 16 décembre 2014, un groupe d'assaillants fait irruption dans l'Army Public School, l'école militaire de Peshawar. Ils ouvrent le feu sur les élèves et leurs professeurs. 151 personnes, dont 134 enfants, sont abattues froidement. L'attaque ne prendra fin que plusieurs heures plus tard, lorsque l'armée parviendra à reprendre le contrôle de tous les bâtiments. Les talibans pakistanais revendiquent l'attentat le plus meurtrier que le Pakistan ait connu. Ils disent avoir agi en représailles à l'opération militaire en cours dans leur bastion, le Nord-Waziristan, le long de la frontière avec l'Afghanistan. Dans un pays pourtant régulièrement frappé par des actes terroristes, l'émotion est immense. Cette fois, les victimes sont des enfants et des professeurs. Le gouvernement est obligé de réagir et annonce un plan national d'action. Levée du moratoire sur la peine de mort et instauration de tribunaux militaires font partie des premières mesures prises. Un an plus tard, le gouvernement et l'armée se disent plus déterminés que jamais à poursuivre la lutte contre le terrorisme. À Peshawar, la sécurité a été renforcée un peu partout. Les survivants, eux, tentent de renouer avec leur vie d'avant l'attentat. Mais les familles de victimes ne parviennent pas à faire leur deuil. Beaucoup de questions restent en suspens. Alors, comment des terroristes armés ont-ils pu pénétrer dans cette école réputée sûre? Où se trouvent les coupables derrière cette attaque? Billet retour à Peshawar, c'est un reportage de Claire Debuisier, Taha Siddiqui et Kamal Abdourahim. Depuis l'attentat il y a un an, les caméras sont très rarement autorisées à entrer dans l'école. Aujourd'hui, c'est une forteresse. La sécurité est exceptionnelle. Dans 2 jours a lieu la cérémonie d'hommage aux victimes. Un officiel de l'armée nous accompagne tout le long de notre visite. Bon, vous pouvez filmer de ce côté-ci, dans n'importe quelle direction que vous voulez. Mais je vous demande juste de ne pas filmer les véhicules militaires. Malgré le traumatisme, les autorités ont voulu que les cours reprennent 1 mois après l'attaque, comme pour conjurer la violence des talibans. La plupart de ces enfants étudiaient déjà dans cette école militaire et étaient présents ce jour-là. La carrière de soldats, ils veulent aujourd'hui s'en servir pour se venger. Alors, vous voulez tous devenir soldats plus tard? Parmi eux, Kawar, 17 ans, l'un des plus âgés, des plus déterminés aussi. Je veux rejoindre l'armée et cette école est parfaite pour ça. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé, mais nous devons continuer à étudier. Nous devons venger nos amis, c'est pour ça qu'on est là. Vers 10h30 ce matin-là, cet homme déguisé en soldat escalade le mur de l'enceinte et fonce vers l'auditorium. C'est l'un des premiers bâtiments que les terroristes ont investi. Plusieurs classes y étaient alors rassemblées pour un cours de secourisme. C'est ici que le commando a fait le plus de victimes.
Depuis, l'endroit a été complètement transformé. Avant, il y avait un grand auditorium ici. Après l'attaque, l'armée a fait faire des travaux et l'a divisé en 3 parties, avec une bibliothèque, une salle d'informatique et un gymnase. Ici, nous sommes dans la bibliothèque. C'est mieux qu'ils aient fait des travaux parce qu'on était un peu perturbés psychologiquement après l'attaque. Depuis un an, l'armée a repris en main la communication autour de l'école. Elle tient à nous faire passer un message. Tout est redevenu normal à Peshawar. Pourtant, le matin, à l'heure où les enfants prennent le chemin de l'école, Walid, 14 ans, reste à la maison. Le 16 décembre 2014, il était dans l'auditorium quand les terroristes ont fait irruption. Il a été touché par 9 balles, dont 5 au visage. C'est un miracle qu'il ait survécu. Un homme est venu droit vers moi et a visé ma tête. Je suis tombé dans l'auditorium. Je me disais que c'était les derniers instants de ma vie. J'avais mal et je criais. Alors ils sont revenus vers moi. Ils disaient « Il est toujours vivant ?» Et ils ont tiré encore et encore. Walid est grièvement blessé mais vivant. Il est alors transporté vers un hôpital militaire. Défiguré et méconnaissable, son père mettra des heures à le retrouver. J'ai soulevé le drap qui était sur son visage, mais il était entièrement recouvert de bandages. Et c'est seulement quand je l'ai soulevé davantage que j'ai reconnu le pull qu'il portait. C'est comme ça que j'ai retrouvé mon enfant. Pour éloigner les cauchemars, Walid écrit son journal intime. Il commence le jour de l'attentat. On en était à la moitié du cours quand on a entendu un gros son. Peut-être des pétards ou un raid de l'armée. J'ai eu peur, mes amis aussi. Encore aujourd'hui, Walid garde des séquelles importantes. Il a à peine repris les cours qu'il suit 1 à 2 jours par semaine, mais il reste trop faible pour reprendre sa vie d'avant. Je ne fais pas grand-chose ces jours-ci. Parfois je vais à l'hôpital, parfois je lis, et parfois j'écris mon journal intime. Tous les matins, son petit frère part étudier sans lui dans la même école. Son père pense que c'est désormais l'endroit le plus sûr de la ville. Même si la peur est là, la peur qu'une nouvelle attaque arrive. Je suis inquiet, mais notre sort est entre les mains de Dieu. Ce qui doit arriver arrivera et on ne peut rien y changer. Nous devons simplement nous assurer que nos enfants poursuivent leurs études et si Dieu veut, ils auront une bonne éducation. Peshawar, la grande ville à majorité pachtoune à l'ouest du Pakistan, est régulièrement visée par les attentats. Mais jamais ses habitants n'en avaient connu un de pareille ampleur. Face à la colère de la population, le gouvernement sous pression adopte des mesures chocs, comme la reprise des exécutions capitales ou l'instauration des tribunaux militaires. Il a aussi obligé toutes les écoles du pays à renforcer leur sécurité. Allez tout le monde, on y va. Imran Afridi dirige cet établissement public depuis 20 ans, dans un quartier populaire de la vieille ville. Plus de 200 élèves, garçons et filles, y étudient. Pour les protéger et se plier aux nouvelles règles, l'école a dû embaucher un garde armé, dont le salaire est payé non pas par le gouvernement, mais par les professeurs. Vous voyez l'arme qu'il porte? Elle est à moi. Ce n'est pas le gouvernement qui nous l'a fournie. Par contre, le gouvernement nous autorise à en posséder une, pour qu'on puisse se protéger. Et cette arme, on la garde toujours avec nous. Nous, les professeurs, mais aussi les membres de l'équipe éducative, nous avons constamment une arme sur nous pour protéger les lieux. Vous l'avez avec vous ? Oui, le voilà. C'est un petit pistolet.
Vous pensez que c'est normal pour un professeur? Non, ce n'est pas normal, ni pour un directeur d'école, ni pour un professeur. Nous, notre travail, ça devrait être l'éducation. Mais nous n'avons pas d'autre choix, avec les problèmes de terrorisme que nous avons en ce moment. Il a aussi fallu sécuriser les bâtiments. 2 caméras de surveillance à l'entrée, des protections à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, on a mis du fil barbelé sur ces murs pour plus de sécurité, pour empêcher les gens de l'extérieur de rentrer. Le tout a coûté près de 800 €. Une somme importante pour l'école, prise sur le budget dédié normalement aux affaires courantes. Il y a tellement de terrorisme ici. Alors j'espère que Dieu n'autorisera pas que cela arrive ici. Mais si quelque chose devait se passer, nous avons pris quelques précautions. Pour tout cela, l'école n'a reçu aucune aide supplémentaire de la part des autorités. Ces nouvelles règles ont pourtant fait exploser les prix de ce type de matériel à travers la ville. Imran Afridi nous emmène au vieux bazar de Peshawar. Alors ça, c'est le fil barbelé pour notre mur, c'est ça? Imran Afridi veut maintenant protéger la façade avant de l'école. Les prix pour ce genre d'accessoires ont quadruplé en un an. Celui-là, c'est celui qu'on vend le plus. C'est le plus demandé par les particuliers, tandis que le barbelé à lame est utilisé par les autorités. Voilà, c'est celui-là, ça vient de Chine. Au départ, celui-ci coûtait un peu plus d'1 € le kilo, mais après l'attentat, les prix sont montés jusqu'à 9 € le kilo. Pour celui-ci, c'est pareil. C'était 1 € le kilo et maintenant c'est autour de 7 €. Bon, eh bien merci. Merci beaucoup. Quand il a commencé à enseigner, Imran Afridi n'aurait jamais imaginé devoir faire tout ça. Il y a 20 ans, nous n'avions pas tous ces murs que vous avez vus dans notre école. Nous n'avions que 2 salles de classe. Et puis nous pouvions parfois donner cours à l'extérieur, sous les arbres. Il n'y avait pas tous ces problèmes. Aujourd'hui, la situation est très tendue. Et ça, c'est nouveau pour nous. L'attaque contre l'école militaire a marqué un tournant dans la lutte contre le terrorisme au Pakistan. Selon la police, le nombre d'attentats aurait été réduit de moitié à Peshawar. Dans tout le pays, des madrasas radicales et des sites internet ont été fermés. Mais le 20 janvier dernier, c'est une université qui est frappée dans une ville à 50 km de Peshawar. 21 morts, dont 17 étudiants. L'éducation reste dans le viseur des talibans. Alors que les parents des enfants tués en 2014 attendent toujours les résultats de l'enquête. 4 personnes accusées d'être liées à l'attentat ont bien été exécutées, mais sans que l'on sache quel fut leur rôle exact. Pour ne pas se faire oublier, ils se réunissent une fois par mois pour rendre hommage aux victimes. Gulzar, le père de Walid, est venu en signe de solidarité. Ces enfants martyrs, c'était aussi mes enfants. Ils étaient avec mes fils à l'école, ils jouaient ensemble. Ils s'asseyaient sur les mêmes bancs, dans les mêmes classes. L'association, le Forum des Martyrs, demande des comptes aux autorités et à l'armée, qui était selon elle responsable de la sécurité au sein de l'école. Quand on demande où en est l'enquête, le gouvernement fédéral rejette la faute sur le gouvernement local. Le gouvernement local nous dit que c'est le travail de l'armée. Vers qui pouvons-nous nous tourner? Pour Adjoun Khan, l'un des membres les plus actifs, il y a eu des dysfonctionnements ce jour-là et aucun responsable n'a été sanctionné. Parler ouvertement d'éventuelles négligences peut même lui attirer des ennuis. Nous avons beaucoup d'amis dans l'armée.
Mon propre cousin est capitaine. Ils viennent chez moi et nous disent de baisser d'un ton contre l'armée, de ne rien dire qui puisse la discréditer. Mais ma quête aussi est nécessaire. L'armée est partie prenante de notre société et nous devrions pouvoir leur poser ces questions. Dans l'esprit de ces familles, le 16 décembre reste une plaie béante, impossible à refermer. Un drame dont les habitants de Peshawar peinent encore à se remettre. Malgré tout, Walid et sa famille veulent aller de l'avant. Même s'il reste le plus souvent chez lui, l'adolescent sort maintenant au parc une fois par semaine. Ça me fait du bien de prendre l'air. Parce que je finis par m'ennuyer à la maison. Petit à petit, Walid récupère ses facultés. Croiser des inconnus ne lui fait plus aussi peur. Il peut de nouveau jouer comme avant avec son frère. C'était inimaginable il y a seulement quelques semaines. Je ne pensais pas le revoir jouer au parc comme ça, mais c'est une bénédiction de Dieu. Et c'est aussi grâce à son courage et aux prières du peuple pakistanais qu'il va de mieux en mieux aujourd'hui. Dans un futur proche, Walid espère retourner à l'école à plein temps. Les talibans nous ont attaqués pour que nous ayons peur et que nous arrêtions d'étudier. Je veux leur dire que nous n'avons pas peur. Quoi qu'ils fassent, je retournerai dans mon école et je terminerai mes études. Bientôt, il partira se faire opérer au Royaume-Uni, à Birmingham, dans le même hôpital que celui où a été soignée Malala, une autre enfant victime des talibans, prix Nobel de la paix en 2014. Comme son aîné, Walid est déterminé à ne pas laisser ses agresseurs prendre le dessus sur sa vie. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Le Japon commémore cette année les 5 ans de la catastrophe de Fukushima. Si la plupart des habitants des villes situées aux alentours de la centrale nucléaire accidentée ont fui les lieux pour refaire leur vie dans une autre région, certains ont décidé de revenir. C'est le cas de la famille Wada qui a décidé de se réinstaller dans le village d'Okada et c'est à moins de 20 km de la centrale. Un reportage signé Guillaume Bression à Marie Linton. Comme chaque semaine, Tomoyuki Wada part travailler à Odaka, à moins de 20 km de la centrale nucléaire de Fukushima. Il laisse derrière lui femme et enfants qui vivent toujours réfugiés à Aizu Wakamatsu, loin du site accidenté. Comme 160 000 personnes, la famille Wada a pris la fuite après la catastrophe nucléaire déclenchée par le tsunami de mars 2011. 5 ans après, leur ancienne maison est restée intacte et les souvenirs aussi. Comme si ces 5 années n'avaient été qu'une parenthèse, un mauvais moment à oublier. Ces photos, ce sont des souvenirs de notre famille en 2009 et 2010. On les avait compilés 3 mois avant la catastrophe. Quand je les regarde, je me rends compte que le temps est passé vite. Mes enfants étaient tout petits à l'époque. Dès le 12 mars 2011, Odaka a été vidé de ses 14 000 habitants. 5 ans après, les rues sont toujours désespérément désertes. Mais la ville se prépare à rouvrir et Wada veut jouer un rôle moteur dans sa renaissance. 2 plats du jour, s'il vous plaît. Il a monté une entreprise qui gère quelques-uns des rares commerces de la ville, à commencer par ce restaurant familial. Des milliers de personnes envisagent de revenir ou travaillent ici dans la décontamination de la ville. Mais il n'y a aucun endroit où manger et acheter de la nourriture. Les gens ne savent pas où déjeuner, c'est pour ça qu'on a ouvert ce restaurant. Un peu plus loin, des milliers d'ouvriers s'activent à décontaminer la radioactivité dans les rues et les habitations.
Résultat, des millions de mètres cubes de terre contaminée s'accumulent dans des sacs noirs, à perte de vue. Mais ce grand nettoyage n'est pas suffisant pour convaincre les anciens résidents, dont seuls 14% veulent revenir selon un sondage de la ville. Bien sûr, les gens sont inquiets à cause de la radioactivité. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Le fait que les gens aient vécu ailleurs pendant 5 ans veut souvent dire qu'ils se sont habitués à leur nouvelle région, à leur nouvelle vie. Le fait que les enfants aient à changer d'école est un problème, par exemple. Le retour des enfants. La question fait l'objet de débats enflammés. Une pétition contre la réouverture de l'école a même recueilli 1160 signatures en seulement 10 jours. Si on considère les exploitations agricoles, la décontamination doit être terminée en mars 2017. Ce qui veut dire que l'école doit rouvrir avant même la fin de la décontamination. On ne peut pas accepter une telle chose. Malgré les polémiques et les inquiétudes sur la radioactivité, Tomoyuki Wada et ses parents veulent revenir à Odaka. Quoi qu'il en coûte, ils le doivent d'abord à leurs ancêtres, dont les cendres sont gardées ici. Nous n'avons pas construit cette ville seuls, mais grâce aux générations passées. Nous avons une responsabilité envers eux, non seulement de remettre la ville en l'état, mais aussi de la faire revivre. La réouverture d'Odaka ne s'est pas faite en un jour. Depuis plusieurs années, les anciens résidents ont le droit de revenir, en journée seulement, pour s'occuper de leur maison et rouvrir leurs entreprises, ce qui a permis à la famille Wada de jouer les pionniers. Au début, quand on est revenu, il n'y avait pas d'eau courante. On devait apporter l'eau dans des bidons depuis notre appartement. Mais bon, nous n'avons jamais envisagé de ne pas revenir. Dès le jour qui a suivi l'évacuation, on ne pensait qu'à revenir. Mais aujourd'hui, seules les personnes âgées sont motivées pour revenir à Odaka. La preuve, au club de ping-pong de Yoshiyuki Wada, qui a rouvert au beau milieu de la ville déserte, comme une anomalie. Échauffement, échanges acharnés, une vingtaine de vétérans s'entraînent ici chaque semaine. Les gens s'inquiètent pour la santé des jeunes enfants. C'est pour cela que peu de gens vont revenir. On ne peut malheureusement pas s'attendre à un rajeunissement de la population d'Odaka. Retard de la décontamination, inquiétude des parents d'élèves, les joueurs de ping-pong d'Odaka risquent de rester seuls encore quelques temps. Initialement prévue pour avril prochain, la réouverture officielle de la ville vient d'être reportée. À Lyon, la gastronomie est une religion que l'on pratique dans les bouchons, ces petits restaurants chaleureux et populaires. On y déguste une cuisine simple et abondante. Le temple de la gastronomie lyonnaise, ce sont les Halles Paul Bocuse. Joseph Viola, le meilleur ouvrier de France, y a ses habitudes. Il est à la tête des bouchons Daniel et Denise, dont Code 24 vous fait découvrir les cuisines entre de la gastronomie locale. Il y a un point d'honneur de se mettre à table matin, midi et le soir. Quand on reste 3-4 jours à Lyon, on perd en moyenne une semaine de vie à cause du cholestérol et on prend à peu près 3 kilos par mois aussi. Voilà. La renommée de Lyon, elle se fait par les cuisiniers, mais elle se fait également avec les clients. Parce que si le client n'aime pas se mettre à table, vous aurez beau faire la meilleure cuisine du monde, vous n'aurez personne dans votre restaurant. À Lyon, la gastronomie est bien plus qu'un art. C'est une véritable religion. Lyon, c'est un lieu de passage, c'est un carrefour Lyon. Donc il y avait des auberges et des restaurants. Ces auberges, commerces de bouche, prennent peu à peu l'appellation de bouchons, petits restaurants populaires et chaleureux. Si chacun y va de son anecdote pour expliquer l'origine du mot, le concept, lui, fait l'unanimité.
Un vrai bouchon lyonnais, il y a une caractéristique, c'est de la bonne chair et abondante. C'est de la cuisine qui vient des Halles et qui est très bien préparée. Mais ce sont des choses simples, hein. C'est du cochon, c'est des lentilles, c'est du hareng, c'est des patates, c'est du boudin. Ensuite, c'est l'ambiance. Dans un bouchon, tout le monde se connaît, tout le monde se parle, il n'y a pas de chichi. On est entre gens du même acabit. Et quand il n'y a pas assez d'ambiance, c'est le patron qui charge de la mettre. Il paye là, c'est lui qui paye. Certains bouchons sont aussi chargés d'histoire, comme ici, au Garret. C'est ici que Jean Moulin et les résistants venaient se cacher pour leur réunion. Alors, il y a une raison très simple, c'est que tous les bouchons, vous verrez, il y a des rideaux blancs. Ce qui veut dire que de l'intérieur, on voit ce qui se passe dans la rue, mais de la rue, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, on était bien cachés et c'était anonyme. Et donc, les résistants avaient l'habitude de rencontrer leur chef Jean Moulin ici. Le ventre de la ville, ce sont ces mythiques halles. On y rencontre les commerçants les plus célèbres de la région. À la tête de 3 bouchons, Joseph Viola vient choisir les produits qu'il sert à cette table. Ça va bien. Tu es venu chercher des Saint-Marcelin? Oui. Tu les as mis de côté? Ah bah bien sûr, je les ai sélectionnés. Des Saint-Marcelin de l'emblématique Mère Richard au foie de veau de Maurice Trollier. Passez-moi le couteau. Un dernier arrêt chez Colette Sibilia, le temps de prendre le fameux mâchon, un petit déjeuner lyonnais salé et arrosé. J'ai commencé à 19 ans à casser la croûte, maintenant j'ai 82 ans et vous voyez, ça fait 63 ans que je casse la croûte tous les matins et je suis en pleine forme. Chaque fois que je rentre dans les Halles, j'ai l'impression de découvrir un théâtre. Un théâtre avec des artistes. Les artistes, ce sont les artisans qui ont leur boutique, qui font attention à ce qu'ils font. Et c'est une ambiance qui est très chaleureuse. Quelques pâtés de maison plus loin, chez Daniel et Denise, Joseph Viola est un chef de bouchon un peu particulier. Formé dans les plus grandes maisons étoilées, il est meilleur ouvrier de France depuis 2004. Le meilleur ouvrier de France, on avait toujours l'idée de les voir dans des palaces, dans des maisons étoilées, doublement, triplement. Mais moi, j'avais essayé de prendre des choses un peu à contre-courant. Mais j'avais surtout remarqué que la clientèle commençait à changer. Et quand je dis changer, elle voulait avoir des produits moins taillés en petits cubes, je dirais. Elle voulait avoir un véritable produit dans son assiette. Donc je me suis dit, faisons ce qu'on aime, faisons ce que j'ai appris et essayez de le mettre dans un bouchon. Ici, on sert les plats traditionnels de la gastronomie lyonnaise. Quenelle de brochet, volaille de Bresse. Alors on dresse avec un saucisson. Derrière, je veux un plat du jour, une volaille, jus de viande et une poêlée de haricots verts, huile d'olive. Hey! Mais sous l'égide d'un col bleu-blanc-rouge, l'organisation en cuisine est rigoureuse. La spécialité de la maison, c'est le pâté en croûte au foie gras. Dans les 3 bouchons Viola, on en sert près de 300 parts par jour. Car Daniel et Denise a une histoire bien lyonnaise. Il faut savoir que cette maison, avant que ce soit un restaurant, c'était une charcuterie. Toujours un lien. Cette recette, le chef l'a élaborée en 2004. Le succès a été tel que 5 ans plus tard, Joseph Viola a été couronné champion du monde de pâté en croûte. Mes lichettes de noix de veau, je les mets au fond de mon pâté. Pourquoi? Parce que le fond va commencer à cuire avant le milieu. Ce foie gras, il est placé au milieu de mon moule à pâté en croûte. Parce que c'est la partie qui doit être la moins cuite. Il va passer 45 minutes au four avant d'être tranché. Une recette millimétrée. On voit bien la farce, les lichettes de veau ici, et là, refarce, le foie gras, les raies de veau et la gelée. Vous voyez, on est sur plusieurs étages. Et donc le foie gras, vous voyez, tel que vous le voyez, il n'est pas trop cuit. Il n'est même pas fondu. Nous ne voyons aucune trace de graisse de canard. Et là, je dis qu'on a fait un travail qui est assez fabuleux. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.
Ce soir, dans Code 24, nous nous intéressons une fois de plus au climat politique très tendu qui règne en Pologne. Élu en octobre dernier, le gouvernement nationaliste conservateur impose des réformes qui lui attirent les critiques de Bruxelles et divisent fortement l'opinion publique polonaise. Réforme du tribunal constitutionnel, réforme des médias publics en vue de les repolliniser. Mais ces dernières semaines, c'est un autre dossier qui déclenche manifestations et contre-manifestations à travers le pays. Le leader syndicaliste Lech Wałęsa fut-il vraiment ce champion de l'histoire polonaise qui précipita la chute du communisme en 1989 ? Des documents ont récemment fait surface et tentent à prouver que Wałęsa fut un agent du régime communiste dans les années 1970. Une controverse qui est l'occasion pour le parti au pouvoir, Droit de Justice, de mettre en avant sa vision de l'histoire polonaise. Le reportage de Gulliver Krak et Stéphane Siohan. Le port de Gdansk et ses chantiers navals, le berceau de Solidarnosc, le syndicat qui a fait tomber le communisme. 27 ans plus tard, on y rejoue la musique de l'époque. Le mois dernier, des manifestations se sont formées en soutien à Lech Wałęsa, l'ancien leader du mouvement, aujourd'hui accusé d'avoir collaboré avec le régime. Moi, Henryka Krivonos, participante à la grève de 1980 et cofondatrice de Solidarnosc, je vais vous dire une chose, ne les laissez pas vous prendre pour des idiots. Wałęsa n'a jamais été un informateur, ce sont nous qui avons conquis notre propre liberté et maintenant cette espèce de nabo veut nous la reprendre. L'homme décrit sous ses traits, c'est Jarosław Kaczyński, le leader de Droit et Justice, le parti au pouvoir. Les manifestants qui le tournent en dérision l'accusent d'autoritarisme, mais aussi de porter atteinte à l'héritage de Lech Wałęsa. Des fichiers rendus publics le mois dernier attesteraient de l'activité de ce dernier comme agent des services communistes dans les années 70, sous le nom de code de Bolek. L'intéressé nie farouchement. Il y a tellement de falsifications évidentes là-dedans. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel pour le voir. Pourtant, des graphologues examinent les fichiers, leur analyse prendra plusieurs mois. Certains experts estiment que les documents sont probablement authentiques. Dans le centre de Gdansk, le jour du rassemblement de soutien à Wałęsa, d'autres Polonais commémorent d'autres combattants anticommunistes, les groupes de partisans actifs juste après la Seconde Guerre mondiale. Certains ont commis des pogroms contre les juifs et les chrétiens orthodoxes, tout en résistant au stalinisme. Mais pour les nationalistes conservateurs, ce sont juste des héros bien plus dignes qu'un Wałęsa qui se serait compromis dans sa jeunesse. Après 1989, les communistes se sont maintenus au pouvoir. Ils nous ont dit que c'était Solidarnosc qui était aux affaires, mais ce n'était pas vrai. Tout ça n'était qu'un grand mensonge. La célèbre transition démocratique polonaise, une illusion? Cette version des faits est de plus en plus partagée, même chez les leaders actuels du syndicat Solidarnosc qui soutient Kaczyński. Pour moi, ce qui indique que Wałęsa n'était pas une bonne personne, c'est ce qui s'est passé après 1989. Karol Guzikiewicz a passé toute sa carrière au chantier naval. Aujourd'hui, seule une partie du site fonctionne. Le fleuron de l'industrie polonaise a perdu la bataille avec la Chine. Pour les ouvriers victimes des licenciements, c'est le symbole d'une transition qui a mal tourné. C'était les privatisations sauvages. Les joyaux de l'économie polonaise ont été pillés par les libéraux. Et il a fallu attendre octobre dernier enfin pour qu'ils soient virés du pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils manifestent maintenant. Désormais, en dehors des pièces pour les navires, notre principale production, ce sont les tours pour les éoliennes. On a optimisé cette salle pour leur production. Il n'y a plus que 1000 ouvriers dans le chantier naval, toutes compagnies confondues. Avant, il y en avait 17 000. Alors forcément... Mais bon, on espère arriver à reconstruire tout ça avec le nouveau gouvernement. Droit et Justice a élaboré une loi pour sauver l'industrie navale polonaise. Un texte qui prévoit la création de 5000 emplois, rien qu'à Gdansk. Des promesses que les libéraux qualifient de populistes et d'irresponsables. Henryka Krivonos, l'ancienne leader syndicale qui soutient Wałęsa, est justement devenue députée libérale. Je pense que le parti Droit et Justice est comme une secte, qui a lavé le cerveau des gens, qui ne comprennent plus ce qu'ils font. Toutes les réussites pour lesquelles la Pologne a gagné tant de respect sont niées ou distordues.
De nos jours, on voyage de Gdansk à Varsovie dans des trains ultra modernes, en traversant un pays qui n'a jamais connu une telle période de prospérité en 1000 ans d'histoire. Le passage de la Pologne au capitalisme a sans doute laissé des personnes au bord du chemin, mais des pays voisins, au PIB comparable il y a 25 ans, sont aujourd'hui loin derrière. Jaroslaw Kaczynski défend depuis un certain temps une théorie selon laquelle il y a eu une conspiration entre l'élite communiste et les leaders de Solidarnosc en 1989, au détriment des Polonais ordinaires. Et c'est tout simplement un mensonge. Selon Gazeta Wyborcza, le principal quotidien du pays, la rhétorique de Kaczynski est très alarmante. Il s'agit d'un mélange de gauchisme et d'extrême droite, de nationalisme et de socialisme, et ça marche très bien. On sait bien comment un tel mélange a pu fonctionner dans le passé, et ça continue aujourd'hui. Marine Le Pen en France dit les mêmes choses. Un nouveau film, à la gloire des partisans anticommunistes de l'après-guerre, vient de sortir en Pologne, soutenu par le gouvernement. Le président Andrzej Duda, un protégé de Kaczynski, s'est exprimé lors de l'avant-première. Ce film s'inscrit dans ce grand dessein de reconstruire notre mémoire commune en désignant les véritables héros, en identifiant ce qui était blanc et ce qui était noir dans notre réalité, qui s'est comporté en héros et qui a été un ennemi, un traître, un assassin, qui a agi honteusement. Pour le président, c'est une douce ironie que l'avant-première se soit tenue dans la tour que Staline a fait construire au centre de Varsovie, mais ses adversaires estiment qu'il fait revivre une tradition très soviétique, celle de réécrire l'histoire. Danser et chanter au son de la musique rock dans un camp de vacances uniquement réservé aux filles. Le concept vient des États-Unis et a trouvé de nouveaux adeptes en Australie. Une première session s'est tenue dans la capitale il y a quelques semaines, sous l'œil avisé de leur père. Reportage. Chanteurs, compositeurs, producteurs, la musique rock reste encore aujourd'hui un univers largement masculin. Alors pour donner de la voix aux filles, c'est ici à Canberra qu'il faut se rendre. Dans ce camp de vacances qui leur est réservé, de jeunes recrues entre 10 et 17 ans laissent parler leur fibre artistique et gagnent peu à peu en confiance, dès les premiers accords. Elles ne se connaissent pas. Au début de la semaine, elles forment un groupe, elles écrivent une chanson et à la fin de la semaine, elles sont capables de se produire sur scène. Une expérience intimidante au premier abord, mais un sentiment très vite oublié. J'étais vraiment nerveuse, mais en le faisant, ça m'a permis de m'affirmer. C'est bien d'apprendre et de faire des ateliers un peu différents sur comment créer ses propres chansons, les chanter sur scène et composer de la musique. Et pour attirer les foules, quoi de mieux que la star du rock Courtney Barnett invitée pour l'occasion. Pour la chanteuse, pas de doute, la musique est avant tout le meilleur moyen d'aller de l'avant et surmonter ses peurs. Le concept est vraiment sympa. J'aurais rêvé que ce genre d'école existe quand j'étais plus jeune, pour me décider à jouer de la guitare. La musique est un moyen de s'exprimer, de s'amuser, de s'affirmer. Voilà de quoi on parle. Ce camp de vacances est le premier à avoir ouvert ses portes en Australie, mais si le projet fait mouche, d'autres pourraient bientôt voir le jour dans les prochains mois. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Au Brésil, le virus Zika relance le débat sur l'avortement, interdit dans ce pays, sauf en cas de viol et en cas d'absence de cerveau du fœtus. Les conséquences de l'épidémie Zika provoqueraient des cas de microcéphalie, une opportunité pour les organisations féministes du pays pour faire de nouveau entendre leur voix sur la question. C'est un reportage de Nicolas Romson et Marlène Abérard. 1 million, c'est le nombre d'avortements clandestins réalisés chaque année au Brésil. En cette journée des droits des femmes, légaliser l'avortement est le thème de la mobilisation féministe. En vérité, au Brésil, l'avortement est légalisé. Il est légalisé pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui peuvent payer entre 1 000 et 4 000 euros pour un avortement dans une clinique avec un médecin de confiance.
Les femmes plus modestes font cela avec les pires méthodes, elles meurent dans les files d'hôpitaux, elles n'ont pas le droit de pratiquer une IVG. En colère, ces femmes craignent même un retour en arrière. L'avortement n'est légal que dans de très rares cas. La voix de la rue contre celle des églises. Le pays est la première nation catholique au monde. Pour le père Dom Antonio Augusto, pas de doute, le peuple brésilien sera toujours contre l'avortement, et quelles que soient les raisons. Les politiques disent qu'ils doivent entendre la base, le peuple. Et 80% du peuple brésilien est contre l'avortement. Et ces manifestations d'activistes en faveur de l'avortement ne sont pas des manifestations aussi importantes que la mobilisation des catholiques et des personnes de bonne volonté en faveur de la vie. Jacqueline Pitangui lutte pour le droit des femmes. Pour cette activiste, l'épidémie de Zika est une fenêtre qui s'ouvre pour relancer le débat dans la société brésilienne. Aujourd'hui, nous voyons des éditorialistes de journaux qui d'habitude écrivent sur l'économie, sur la politique, qui ne s'étaient jamais préoccupés de ces questions et qui prennent position. Même certains grands journaux se sont manifestés en faveur de l'IVG, en demandant à ce que ce débat prenne plus de place. Donc je pense que la société commence à se réveiller, mais il reste encore un travail gigantesque à faire. Et la mobilisation dépasse les frontières brésiliennes. L'ONG hollandaise Women on Web envoie par courrier des pilules pour avorter. Une de ses membres a accepté de répondre à nos questions depuis l'étranger. Avec l'épidémie de Zika, les appels au secours en provenance du Brésil ont explosé. Nous recevons tous ces messages de femmes qui sont désespérées, qui ne savent pas à qui se fier parce que le gouvernement brésilien souhaite criminaliser l'acte toujours davantage. Le nouveau souffle de mobilisation féministe saura-t-il faire évoluer la loi et convaincre les Brésiliens? Selon un récent sondage, 58% d'entre eux sont encore contre l'avortement, même si la femme enceinte a contracté le virus Zika. Dans la mode, le marché américain reste l'un des plus florissants de la planète. New York fascine et excite toujours autant les marques, les acheteurs et les journalistes. Parmi les centaines de défilés et présentations qui se chevauchent à un rythme effréné pendant la Fashion Week, deux griffes se distinguent. L'une, Oud Bayer, est new-yorkaise et avant-gardiste. L'autre, Lacoste, est moderne et parisienne. À New York, la mode vit sa propre révolution en réponse au chaos ambiant. Reportage. Des semaines de la mode, des Fashion Week, il en existe aujourd'hui dans le monde entier. Mais il est une capitale qui fascine et excite toujours autant les marques, les acheteurs et les journalistes. New York. Le marché américain reste un des plus florissants de la planète. Et parmi les centaines de défilés et présentations qui se chevauchent à un rythme effréné, deux griffes se distinguent. L'une est new-yorkaise, l'autre parisienne, Lacoste. Dirigée par le portugais Felipe Oliveira Batista. J'aime beaucoup cette collection. Felipe est en quelque sorte l'arme secrète de la Fashion Week de New York. Parce que sa collection est cohérente et exprime avec beaucoup de clarté une esthétique très particulière. Ce qui est quelque chose de très rare aux États-Unis. Et c'est bénéfique pour Lacoste de défiler ici. Parce que comme ça, on le remarque vraiment. Lacoste défile à New York depuis plus de 15 ans. En choisissant cette option, il est devenu le concurrent direct des griffes américaines, positionné sur le segment sport chic haut de gamme. Pour l'hiver prochain, Felipe Oliveira Batista a joué avec le logo et les slogans de la marque. Ce sont des points de départ aussi. C'est vrai que même les vêtements de ski que Lacoste a fait pour l'équipe de France à la fin des années 60, tout un univers un peu 70 aussi de ski jusqu'à un peu James Bond, Chalet, Roger Moore des années 80. Donc c'était un peu genre tous des choses qu'on a évoquées de ski aussi, et même d'aujourd'hui aussi. Beaucoup de ces pièces-là, on pourrait faire du ski avec, mais ce sont aussi surtout des vêtements pour tous les jours de la semaine aussi. Les vinyles façon Catherine Deneuve dans Belle de jour sont contre-collés de jersey pour plus de confort.
Certaines pièces sont modulables, dézippez le bas d'un grand manteau et il deviendra blouson. Les peaux retournées sont réversibles, les moufles détachables. Avant d'être beau essayant, un vêtement doit être fonctionnel et toujours protecteur. Les mannequins défilent au pas de charge. Teddy a tout juste 21 ans et elle ne se fait aucune illusion quant à son métier. Je pense que pour pas mal de gens, ça peut être considéré comme un rêve. Mais il y a tellement de problèmes dans le monde que je pense que le vrai rêve serait de guérir le cancer, ou d'éradiquer la faim dans le monde, ou que les homosexuels accèdent à l'égalité, tout comme les personnes de races différentes. Être mannequin, c'est bien, la mode a un impact considérable sur la société. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses beaucoup plus importantes que le fait d'être simplement ridiculement belle. Dans un tout autre genre, la griffe new-yorkaise Hood by Air. Le défilé se tient dans l'ancien bureau de poste de la 33e rue à Manhattan. À la grande époque, 90% des échanges postaux y transitaient. Il a été reconverti en centre événementiel. Hood by Air, c'est aujourd'hui la quintessence de la contre-culture américaine. Là, je porte une jupe en cuir faite par Hood by Air, et une capuche. Et je porte aussi des talons hauts, c'est cool. Comment vous sentez-vous sur ces talons? Je suis un professionnel, c'est cool, j'aime ça, ça change. Pour Hood by Air, il n'y a absolument aucune raison pour que les hommes ne puissent avoir accès au prêt-à-porter féminin. Transformation des genres, mutation des tenues. Ce pantalon, c'est comme une veste de costume ou un blazer qui aurait été métamorphosé en pantalon. La chemise, elle est faite comme avec les sortes d'onglets qu'on retrouve sur les lacets des chaussures de sport. En dessous, je suis enrubanné de film plastique. Shane Oliver, le patron de Hood by Air, est un petit gars de Manhattan qui a commencé sa carrière en 2006 en dessinant des t-shirts. Il vient de s'exiler quelques mois en Italie et revient aujourd'hui à New York avec une nouvelle collection dédiée à la découverte du continent par les pères pèlerins au XVIIe siècle. J'ai principalement basé ma collection autour d'une idée, l'arrivée des Européens en Amérique, les systèmes qui ont été mis en place, comme le Parlement et les règles strictes qui ont été édictées et que je voulais casser. Parce que je reviens aux États-Unis, je voulais recréer des règles et puis les casser. Parce que j'ai été un étranger pendant quelque temps et je voulais simplement reprendre confiance en moi dans un système déjà existant. Le XVIIe siècle, c'est la période qui marque des changements profonds dans les habitudes vestimentaires, prélude à l'apparition de la mode moderne. Il est cool, c'est vraiment un créateur très cool. Je l'aime beaucoup. Il est réaliste et c'est formidable de travailler avec lui. Je suis vraiment content de faire partie de Hood by Air. C'est plus que simplement de la mode. C'est plus profond, vraiment plus profond. Beaucoup plus. C'est comme une famille, c'est créatif, ça me plaît. C'est une façon de voir la vie, c'est cool, j'aime vraiment ça. La mode a toujours ingéré les transformations de la société pour les restituer sous diverses formes. On a besoin d'une révolution. On a besoin d'une révolution dans tout d'ailleurs. Pas simplement dans la mode. On a besoin d'une révolution dans tous les domaines. Le monde est malade. Et la seule façon de le réparer, c'est de lui faire suivre une cure radicale. Et la mode répond à ce chaos ambiant. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons de la manière dont nous le faisons? Qui a dit que nous devions le faire de cette manière-là? Voilà, on en est là. Lacoste, Hood by Air, deux marques essentielles pour comprendre la mode, donc le monde. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.